Alors Franck, bonjour. Donc tu es Franck Athème. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Me présenter. Ouais. Franck Athème, donc je suis parisien et je suis le fils de Léon Raoul Athème, que certains connaissent par ses travaux sur l'origine de l'atome, où il explique comment l'univers peut être construit avec une seule énergie. C'est ce que voudraient bien connaître les physiciens en général, puisqu'ils sont obligés de faire appel aujourd'hui à 4 ou 5 énergies différentes, forces différentes, pour expliquer l'atome et l'univers. Et lui, il a montré en 1955 que la gravitation était d'origine magnétique, et donc ça permettait de relier, de réunifier les deux énergies les plus opposées, les plus incompatibles, puisque la gravitation est censée n'être que attractive, et le magnétisme attractif et répulsif. Donc c'est compliqué pour avoir une théorie unitaire. Donc il a déposé cette théorie à l'Académie des sciences en 1955, et évidemment depuis il a essayé de la faire reconnaître, mais la science en est à peu près toujours au même point dans ce domaine-là. Et moi donc j'ai pris le relais en me disant, bon, puisque l'énergie magnétique permet d'expliquer tous les phénomènes et que cette énergie magnétique est purement immatérielle, elle est simplement l'opposition et l'inséparabilité de deux principes totalement immatériels qui n'ont aucune réalité physique. Leur somme est égale à zéro, donc on doit pouvoir expliquer leur origine à partir du néant. C'est ce que j'ai entrepris en 1973 à la sortie de son livre. Et en 1985, j'ai abouti en comprenant comment l'énergie peut naître du néant à chaque instant. Évidemment, ça remet en cause toutes les théories actuelles, puisque la théorie du Big Bang, par exemple, nous fait croire que l'univers vient du passé. Et dans mon premier livre, donc à l'époque, j'ai démontré qu'il était recréé en totalité à chaque instant, et qu'il y a une création d'énergie totale perpétuellement. Évidemment, c'est contraire aux lois de la thermodynamique et tout ça, donc ça a du mal à être reconnu et compris par la physique actuelle. Moi, je me suis concentré là-dessus. J'ai compris très rapidement que cette énergie magnétique, en fait, c'est l'esprit. L'énergie magnétique, c'est simplement l'esprit fait de l'extérieur. Quand c'est soi, on dit c'est l'esprit, quand c'est l'extérieur, on dit c'est de l'énergie. Mais c'est la même chose, c'est la même dualité. L'esprit se constituant de conscience qui nous sépare des objets de conscience, qui nous donne l'impression qu'il y a un univers à l'extérieur de soi, et l'amour qui nous donne l'envie de réintégrer cet univers en soi. Toute notre vie consiste à essayer d'aimer l'univers, à comprendre l'univers, à intégrer l'univers, à manger, à attirer, etc. Et cela de façon perpétuelle, parce que l'autre partie de nous-mêmes, la conscience, est toujours en train de créer l'univers, c'est-à-dire de le placer à l'extérieur. Donc la conscience, c'est l'aspect répulsion de l'énergie magnétique, alors que l'amour, c'est l'aspect attraction de l'énergie magnétique. Et cette dualité, sa somme est égale à zéro. C'est l'être. Et cette dualité, donc, permet ensuite de comprendre ce que c'est que soi, ce que c'est que l'être, d'où vient l'esprit, comment l'esprit fonctionne, pourquoi on évolue, et notamment pourquoi on cherche le bonheur. Merci, c'est une bonne transition. Parce que justement, on se retrouve aujourd'hui sur un banc au Bois de Boulogne, justement, pour notre documentaire qu'on est en train de réaliser, dont tu es au courant, qui s'appelle « C'est quoi le bonheur pour vous ?» 7 milliards d'individus, 7 milliards de définitions. On a déjà interrogé plus de 300 personnes. Et donc du coup, comme tu le sais, on se rapproche de scientifiques comme toi, d'anthropologues, d'écrivains, de personnalités, pour avoir aussi leur point de vue sur le bonheur. Alors, si tu devais donner une définition sur le bonheur, pour toi, ce serait quoi? Une définition, pas une méthode. Une définition. Une définition d'abord. D'abord, j'observerais qu'on est tous à la recherche du bonheur. Là, il y a des canards sur le lac, il y a aussi des gens qui font de la barque. Tout ça va vers quelque chose. Les canards aussi cherchent le bonheur. L'eau, elle cherche le bonheur. Quand elle est en déséquilibre quelque part, elle cherche l'équilibre. Les feuilles, elles cherchent à s'épanouir. Les arbres, etc., cherchent à s'épanouir. Cette recherche du bonheur est absolument universelle. C'est notre énergie. C'est éternel. Et donc, une fois qu'on a observé ça et qu'on a compris que la recherche du bonheur, c'est ce qui nous fait être, c'est ce qui nous fait nous incarner, c'est ce qui crée la matière, eh bien, il faut comprendre que cette recherche est effectivement perpétuelle. Cette recherche est perpétuelle, ça veut dire qu'il n'y a pas d'état de bonheur. Il n'y a pas une définition de l'état, qu'est-ce que c'est que le bonheur une fois pour toutes. C'est pas possible, parce que si c'était le cas, il y a longtemps qu'on l'aurait atteint, et donc il n'y aurait rien. L'univers est précisément la manifestation du fait que le bonheur absolu n'est pas accessible.
S'il était accessible, il serait. Et il serait universel et général. Le fait que tout dans l'univers, chaque particule atomique, chaque être, chaque animal, chaque plante est à la recherche du bonheur montre que ce bonheur est une poursuite, une quête infinie. Et c'est une quête infinie parce que justement l'infini n'est pas réalisable. L'infini n'est pas un état, c'est une tendance, c'est une nécessité. Et c'est cette nécessité qui explique l'énergie qui nous anime. Ce qui voudrait dire que les animaux, les plantes, les êtres humains, enfin tout ce qui est vivant sur cette terre, serait à la recherche du bonheur de manière directe ou indirecte? Il n'y a pas d'autre possibilité d'être que de chercher le bonheur. D'accord, alors si on recherche le bonheur, ça veut dire qu'il faut quand même mettre une définition sur ce qu'est le bonheur. On recherche quoi? C'est quoi? C'est un état? On recherche la paix absolue. Une paix, d'accord. Une paix totale, mais il faut bien reconnaître que la paix absolue serait le néant. Okay. Il n'y a d'être, il n'y a de vie, il n'y a d'animation et d'évolution que parce que c'est pas le néant et parce que c'est pas la paix. La paix ne peut être que relative. Et donc, si on veut une définition concrète du bonheur et non pas une définition absolue, la définition absolue étant inaccessible, on peut se dire c'est simplement une harmonie des relations. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai compris que je suis le créateur de mon univers, ça devient extrêmement simple, beaucoup plus facile de l'intégrer et de me dire bon, je vais créer une relation harmonieuse avec, parce que je suis responsable de cette relation. Donc là, on parle de la théorie qui met en avant le fait qu'on se crée notre propre monde tous les jours. Donc on évolue là en permanence dans des mondes qui sont totalement différents. Et donc selon toi, si je te suis, c'est que ça serait complètement rattaché à nos pensées, à notre façon de voir la vie, quoi, quelque part. Oui, compte tenu que c'est notre façon de voir la vie, c'est-à-dire de nous voir nous-mêmes, c'est ce à quoi je m'identifie maintenant qui définit l'univers que je vis. Selon ce à quoi je m'identifie, je vais créer telle ou telle réalité. Cette réalité a des points communs pour chacun d'entre nous. Nous avons l'un comme l'autre, nous nous identifions à un corps humain. Donc nous avons un univers d'êtres humains. Mais, et donc il y a des points communs à ces univers. Il n'empêche que nos univers sont complètement différents. Je viens de quelque part, tu viens d'une autre, d'ailleurs, etc. On a d'autres préoccupations différentes. On a des univers personnels complètement différents. Et en réalité, il n'y a jamais eu d'univers réel, absolu, unique. Il n'y a qu'une infinité d'univers personnels. Ouais, excuse-moi de te couper, ça me fait penser à quelque chose, je remodifie sur une chose, parce que finalement ça serait très proche d'une autre théorie d'un russe dont j'ai oublié le nom, qui dit qu'on serait dans un rêve en permanence. Est-ce que tu es raccord avec ça? Il y a beaucoup de chercheurs spirituels et scientifiques et autres qui reconnaissent évidemment que l'univers est une illusion, c'est-à-dire que c'est purement spirituel. C'est ça que ça veut dire. L'univers est une illusion, ou un rêve, ça n'a rien de péjoratif. Il ne faut pas en tirer peur, crainte, il ne faut pas s'effaroucher de ça ou se suicider parce que l'univers est une illusion. Au contraire, c'est parce que c'est une illusion qu'il a de la valeur. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que, d'abord il faut se poser une question. Est-ce que je peux avoir conscience de quelque chose qui ne soit pas dans ma conscience? Est-ce que je peux avoir conscience de quelque chose qui ne soit pas dans ma conscience? Peut-être que d'ici 3 générations on pourra. Quelle est la réponse? Alors, à l'heure d'aujourd'hui, je ne peux pas te dire. Tu ne peux pas dire. Est-ce que tu as conscience de moi? Oui, ça oui. Est-ce que je suis donc dans ta conscience ou hors de ta conscience? Ah oui, de ce point de vue-là, oui, je suis d'accord. Moi, je crois que c'était beaucoup plus loin, c'est d'avoir conscience, d'être conscient. Quoi. Je suis dans ta conscience? Oui. Si tu voulais penser que je ne suis pas dans ta conscience, c'est-à-dire que je suis un objet réel qui a une autonomie absolue, il faudrait que tu puisses dire où s'arrête ta conscience et où moi je commence. Or, c'est impossible. À partir du moment où tu as conscience d'une chose, c'est que cette chose est dans ta conscience. Et si tu as compris que toute chose que tu perçois est une partie de ta conscience, tu comprends comment tout cela peut être illusion. Et c'est ça qui compte, parce qu'une fois que tu as compris que tout est illusion, tu as compris que tout est toi, et donc tu peux l'aimer, tu peux en avoir conscience, mais tu peux l'aimer, tu peux avoir une relation avec, et donc créer l'harmonie avec. Ce que tu ne pourrais pas faire si c'était une réalité, si ce n'était pas un rêve. Est-ce que c'est pas proche du conditionnement? Partons d'un exemple. Imaginons, voilà, on est, donc nos parents nous transmettent leur éducation avec bienveillance, et on a décidé que le mot homme nous caractérisait, d'accord? Et on va partir d'un autre postulat. On va dire qu'on a une éducation et un conditionnement totalement différents, et on dit que l'homme, finalement, c'est un objet et il sert à rien. Est-ce que tu penses que un enfant qui naît, qui est totalement vierge de toute information, pourrait t'amener à comprendre dans la société dans laquelle on évolue que l'homme, justement, c'est un objet, c'est pas comme nous on le perçoit là actuellement. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que c'est pas lié au conditionnement, finalement, cette perception des choses et la conscience qu'on a des choses? D'abord, un enfant est loin d'être vierge de toute information, au contraire. Le fait d'évoluer
permet de ramener l'information à des choses de plus en plus simples, de plus en plus pertinentes. Mais le fait de croire, de s'identifier à un corps humain, effectivement, c'est un conditionnement. Mais c'est un auto-conditionnement. Comme le fait d'avoir une famille, le fait d'être né sur une planète, tout ça, c'est un conditionnement, évidemment. On ne peut pas vivre sans conditionnement. L'art de l'épanouissement, c'est pas de se priver de conditionnement, c'est de s'apercevoir qu'on est le responsable de ces conditionnements et de les gérer. En conscience. En conscience autant qu'on peut. Okay. Parce qu'en général, nos conditionnements se régénèrent et se régénèrent de façon inconsciente. Parce que l'essentiel de notre esprit est inconscient. Et c'est normal, c'est obligé. Donc ce qui veut dire que tu fais une différence entre esprit, corps et âme? C'est dissocié? On ne peut pas dire que ce soit dissocié, mais c'est distinct. C'est distinct au sens où le corps est un aspect de l'esprit. L'esprit ne peut pas ne pas s'identifier à un corps, il y a toujours une incarnation. Même quand on est mort, on a une forme d'incarnation. Même quand on est un ange, un archange ou autre, on a une forme d'incarnation. C'est impossible autrement, sinon ça voudrait dire qu'on est sans limite et qu'on est infini. On est nécessairement limité, et cette limitation, c'est une forme d'incarnation. Donc, à notre niveau d'humain, c'est ça notre incarnation. Voilà. Mais quand j'étais un caillou, c'était autre chose mon incarnation. Et quand j'étais un végétal, c'était autre chose, et ainsi de suite. Et le jour où je serai un ange ou autre chose, ce sera encore autre chose mon incarnation. Donc ça, c'est des conditionnements que je me donne. Donc, tu crois à la réincarnation? L'esprit ne peut faire autrement que de s'incarner, et il ne peut faire autrement que il a besoin d'un corps, quelle que soit sa forme, pour évoluer vers son but, parce qu'il a un but, et c'est ce but qu'il génère. Et il ne peut pas faire autrement lorsqu'il perd les repères de ses limites de son corps que de recréer immédiatement ou rapidement pour pouvoir continuer la poursuite de son but. Donc on serait une âme qui vit une expérience extraterrestre. On s'intègre, on s'incarne, on se réincarne perpétuellement. Une expérience extraterrestre, ou terrestre, peu importe. Dans un corps humain. Toute planète est bonne à prendre. Je suis bien d'accord avec toi. Ouais. Alors revenons quand même au bonheur. Alors le bonheur dans tout ça, tu dis que c'est finalement c'est une quête pour tout le monde, pour tous les individus qui sont présents sur cette terre, toute espèce confondue. Mais pour moi, c'est pas encore une vraie réponse que tu apportes. Je comprends très bien ton point de vue, mais quand tu dis c'est une quête, on voit pas forcément vers quoi on tend. Alors tu parles de paix, mais la paix c'est quoi? Mettons une définition derrière le mot paix. C'est quoi la paix? La paix absolue, c'est le néant. Et c'est ça qui est important de comprendre. C'est que l'être, c'est le refus du néant. Mais ce qui devrait être, c'est le néant. La seule chose qui se justifie d'elle-même et qui n'a besoin d'aucune explication, c'est le néant. C'est ça qui devrait être. Et toute la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi il y a quelque chose à la place du néant. Le néant est le but. L'être est le moyen. Perpétuellement, nous essayons de faire l'unité avec le monde extérieur, mais si je faisais l'unité avec le monde extérieur, c'est-à-dire si je réintégrais tout en moi, si j'avais conscience que tout est moi d'une façon absolue, j'aurais plus conscience. Je n'ai conscience que parce que je crois que les objets me sont extérieurs. La conscience, c'est une relativité par rapport à un extérieur. S'il n'y a plus d'extérieur, si j'ai fait l'unité, il n'y a plus de conscience. Mais cette unité est impossible pour certaines raisons qu'on explique dans nos livres, évidemment. Donc, tu voudrais dire qu'on ne pourrait pas être des super-héros et avoir justement un accès à tout, auditif, visuel. Absolument, on ne peut pas. On ne peut pas, selon toi on ne peut pas. Okay. Potentiellement, théoriquement on peut. Okay. Parce qu'il n'y a que soi, il n'y a que l'esprit. Et l'esprit a accès à tout. Mais il a accès à tout parcimonieusement. Il n'a accès à tout que par morceaux. Il ne peut pas avoir accès à tout tout le temps. D'accord. Il n'y a pas de conscience infinie. D'accord. La conscience est potentiellement infinie, elle est faite pour être de plus en plus infinie, mais c'est une progression justement parce qu'elle ne peut pas être infinie. Mais que l'infini est nécessaire, le néant est nécessaire. Donc on pourrait développer une partie, par exemple le magnétisme ou la télékinésie par exemple, et on ne pourrait pas développer d'autres choses. On serait bien sûr, on peut toucher à tout, on peut faire de tout, on peut aller très très loin dans tout. Il n'y a pas de limite à notre évolution spirituelle, ni à nos pouvoirs matériels, ou à nos pouvoirs spirituels. Il n'y a pas de limite. Simplement, la totalité est inaccessible. Parce que l'infini est impossible. Il n'y a pas de nombre infini. Donc on se fixe nos propres limites finalement. Oui. On est capable de faire beaucoup plus qu'on pourrait le croire. L'ego consiste à se donner des limites et nous partageons, chacun d'entre nous, une partie de ces limites qui fait que globalement, ensemble, nous réalisons le tout. D'accord. Avec donc du coup une direction commune, le bonheur.
c'est ce qui nous anime. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je ne suis pas tout, j'ai aspiration à devenir le tout. À partir du moment où je ne suis pas la paix absolue, j'ai une aspiration à devenir la paix absolue. Je ne suis pas infini, je suis fini, délimité, donc j'ai une aspiration à devenir infini. Mais chacun d'entre nous a cette même aspiration à un moment différent de l'évolution. Chacun d'entre nous, les cailloux, les animaux, toi, moi, tout le monde, est une façon de chercher le bonheur qui est personnelle et qui est forcément différente des autres. C'est absolument inévitable. Il ne peut pas y avoir deux conceptions identiques, c'est impossible. Sinon, ça voudrait dire que deux points de l'infini sont les mêmes. Non, ils se confondraient, ça n'est pas possible. Mais tous sont nécessaires. Absolument tous sont nécessaires et tous sont vécus à un moment ou à un autre. C'est-à-dire qu'on est un peu comme les fourmis. Tu sais, les fourmis, elles ont cette intelligence de travailler tous ensemble dans la même direction et en étant complémentaires. Donc ça revient un peu à ça. En tout cas, moi, je l'interprète de cette façon. Oui. Les fourmis cherchent à réaliser une œuvre commune. Nous aussi, en tant qu'êtres humains, nous aimerions réaliser une civilisation idéale, un monde parfait. D'accord, donc tu penses que ça touche tous les individus. Tous les individus, il n'y a pas, selon toi, une personne qui serait foncièrement mauvaise et qui ne serait pas attirée justement vers cette évolution très positive de la planète. On peut jouer ce jeu quelque temps, mais ce n'est que du provisoire. Par nature, l'être, où qu'il soit, quel qu'il soit, n'est constitué que d'amour, c'est-à-dire qu'il n'a qu'une seule fonction possible, c'est d'intégrer le monde extérieur. Alors, on peut, par dépit, parce qu'on n'arrive pas à intégrer le monde extérieur, se mettre en colère, vouloir tuer, vouloir tout ça. Mais c'est pas pour ça que l'intention profonde n'est pas l'amour. L'intention est toujours l'amour. Et si on posséder, c'est de l'amour. Si on prend l'exemple, par exemple, d'Hitler, hein. Alors Hitler était quand même très particulier. Moi, ce que j'ai compris de l'époque où il a exercé son activité, que c'était quand même un personnage qui était très intelligent, qui était en contact probablement aussi avec une conscience de lui-même ou des choses qui étaient peut-être supérieures à l'époque à d'autres personnes. Et malgré tout, on ne peut pas considérer qu'il était animé d'amour, ce monsieur. Il a quand même incité des millions et des millions de personnes à s'entretuer quelque part. Les formes d'amour sont infinies. Il n'y a pas une seule forme d'amour qui manque dans l'univers. Il y a des gens qui vont tuer, qui vont violer, évidemment on le regrette, parce que nous, on n'est plus dans l'état où on ferait ça. Mais à d'autres époques, on l'a fait. À d'autres époques, on l'a fait parce qu'on était maladroit dans notre recherche d'amour. On ne savait pas comment faire, on était en manque de ceci, de cela, et donc on se comportait de façon brutale. Tu voudrais dire que quelque part, c'était une recherche d'amour, sa façon d'agir? Il n'y a rien d'autre dans l'univers que la recherche d'amour. D'accord. Que peut-il y avoir d'autre? Enfin, ça c'est... On peut considérer ça comme une hypothèse, mais moi je l'ai compris simplement en comprenant l'origine de l'esprit. Une fois que j'ai compris l'origine de l'énergie, j'ai compris qu'il ne pouvait pas y avoir autre chose que l'amour. Le processus qui en nous engendre la conscience est totalement inconscient. À partir du moment, parce qu'il crée la conscience. Une fois qu'il y a la conscience, la seule chose qui prend le relais, c'est l'amour. C'est pour annuler cette conscience. Donc réaliser le néant. Il n'y a pas d'autre solution. On passe notre temps à essayer d'intégrer le monde et c'est la seule chose qui puisse être consciente en réalité. Maintenant, les formes que ça prend, on ne peut pas les juger. Donc là, on parle d'énergie. Oui. Donc, selon moi, il y a deux énergies. En tout cas, la planète est régie par deux énergies, la peur et l'amour. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Pas vraiment. Parce que c'est pas deux énergies. C'est une seule énergie, mais tout dépend. Il faut définir ce que c'est que l'énergie. Une énergie, c'est pas infini, c'est partiel. C'est-à-dire que ça a une vitesse, ça a une puissance mesurable, limitée. Sinon, c'est pas une énergie. Une énergie qui serait infinie ne serait pas une énergie. Le but serait atteint. Une énergie, ça cherche un but. L'électricité, elle va d'un point à l'autre du fil. Elle veut l'équilibre. Mais si elle pouvait atteindre cet équilibre, elle y serait. Si elle n'y va pas, c'est parce qu'il y a quelque chose en elle qui la freine. Et si la vitesse de l'énergie dans l'univers, ou dans notre univers que nous connaissons en tant qu'être humain est de 300 000 km à la seconde, c'est parce qu'elle n'arrive pas à aller plus vite. C'est pas parce qu'elle est propulsée pour aller à cette vitesse. C'est parce qu'elle voudrait être infinie, mais il y a quelque chose qui la freine. Alors qu'est-ce qui la freine? C'est justement l'impossibilité d'atteindre l'infini. Et ça, alors on explique comment ça se passe, et on explique comment cela engendre l'effet de particules, et comment cela engendre l'ego. Et après, c'est l'ego qui nous empêche d'aimer véritablement. Et donc l'ego utilise la peur pour ne pas aimer. C'est un prétexte, c'est un conditionnement que l'ego se donne pour échapper à l'infini, pour ne pas atteindre l'infini. Alors je crois qu'il est nécessaire de donner une définition à l'ego, parce que ça veut tout dire et rien dire. C'est quoi l'ego? L'ego, ce sont les limites auxquelles l'être s'identifie. Il ne peut pas ne pas s'identifier à des limites. Toutes les limites sont possibles. Il s'identifie toujours à des limites. Ces limites, c'est l'ego. Et le mental est là pour défendre ces limites.
D'accord. Donc il y aurait l'ego, le mental. Le mental, c'est le garde-fou qui permet à l'ego de ne pas sombrer dans l'infini. C'est quoi? C'est notre cerveau? Le mental? Non, c'est encore autre chose. Le cerveau est une création du mental, comme le corps est une création du mental. Le mental, c'est un ensemble de peurs qui fait que quand on cherche quelque chose, on cherche le contraire en même temps. On veut le bonheur, mais on ne veut surtout pas l'atteindre. On cherche Dieu, mais c'est pas vrai, on ne cherche pas Dieu. En réalité, on veut son intérêt personnel. On cherche la paix, mais on est prêt à faire la guerre ou à tuer pour atteindre la paix. On est toujours dans cette dualité, dans cette relativité, parce que la conscience est cette dualité. Je veux aller vers l'infini, mais quelque chose me retient. Et là où les deux forces s'opposent, alors il y a le grain de matière. C'est ce qui permet de comprendre ce que les physiciens quantiques voudraient bien comprendre, qui est l'acte d'observation qui réduit le paquet d'ondes. Ils n'ont jamais su ce que c'était que cet acte d'observation. Ils n'ont jamais su pourquoi ça réduisait un paquet d'ondes. Ils l'observent, ils le constatent, contraints et forcés par le fait qu'ils observent l'instant présent. Mais la raison pour laquelle cela se produit, pour le comprendre, il faut comprendre ce que c'est que l'origine, la cause de l'être, la cause de cette conscience. Là où vous êtes quand même tous raccords entre scientifiques, si je peux me permettre, c'est sur la dualité justement. Tout le monde est d'accord là-dessus, quoi. Il y a un autre phénomène aussi qui est proche de la dualité, à mon sens, c'est l'impermanence. On est dans l'impermanence en permanence, quelque part, quoi. Et donc du coup, est-ce qu'on pourrait pas se dire aussi que notre recherche du bonheur actuel, est-ce qu'elle sera pas différente demain? Parce que tout bouge, tout change. Elle est à chaque instant différente. On s'en aperçoit pas. On a l'impression qu'elle est la même, mais on ne peut pas, d'instant en instant, ne pas avoir une mémoire différente. Et cette mémoire définit des besoins spirituels différents. Même si on s'accroche, l'ego est fait pour donner une inertie à cette évolution et à faire qu'à chaque instant, on aime de la même façon. On cherche le bonheur de la même façon. Et c'est à ça que je m'identifie. Je m'identifie en ce moment à un métaphysicien qui essaye de comprendre l'univers et qui essaye d'en parler et de le communiquer. C'est une façon égotique de chercher le bonheur, évidemment. Mais ça change tout le temps. Et puis dans une autre vie, ce sera tout à fait autre chose. Mais à chaque instant, ça change, mais je ne peux pas, à chaque instant, être complètement libre, sinon je serais tout de suite infini, il n'y aurait pas de limite. Ça veut dire que la liberté, elle n'existe pas? La liberté absolue n'existe pas. Elle est un potentiel infini indispensable. Tout le paradoxe de l'univers est entre le fait que ce qui est nécessaire n'est pas possible. Et qu'au bout du compte, il y a quelque chose à la place de rien. Et alors, ça serait quoi? Ce serait quoi? À la place de ce rien, c'est quoi? Mais nous. C'est nous. D'accord. La recherche. D'accord. La quête du bonheur. D'accord. C'est ça, nous. Okay. Et cette quête, elle est éternelle, justement, parce que l'aboutissement n'est qu'un but. L'aboutissement, on pourrait dire, l'aboutissement, il est inconscient. Il est réalisé. La paix absolue, on pourrait toujours dire, c'est le néant, il est dans l'instant présent, puisque l'instant présent, il est nul. Nul en durée, infini en espace. Infini en potentiel, mais nul en durée. Quelque part, l'instant présent, c'est le néant. Mais l'esprit, il n'est jamais dans le présent. Il est toujours dans le temps, dans la mémoire, etc. Et c'est ça qui crée la matière. C'est cette identification à l'espace et au temps. Alors, je rebondis sur deux choses. La première, c'est quand je t'écoute, ça fait 3-4 fois que j'entends le mot spirituel. C'est toujours pareil pour ceux qui nous écoutent. C'est quoi pour toi la spiritualité? C'est quoi? Spirituel, spiritualité, c'est la même chose? C'est quoi? La spiritualité, c'est une relation à la matière qui cherche à être la plus parfaite possible. C'est le yoga de l'esprit. C'est le fait de chercher cette relation harmonieuse. Donc avec tout, avec tous les êtres, avec toutes les formes. L'équilibre, l'harmonie, le yin et le yang. Quoi. Oui, d'accord. L'équilibre des deux. On n'a parlé que de ça, le yin et le yang. Le yin, c'est la conscience, le yang, c'est l'amour. Hein. D'accord. Par exemple, l'exercice méditatif, je ne sais pas si tu médites, mais quand on médite, un des objectifs, s'il y a un objectif, c'est justement d'observer nos pensées, d'être dans un état de relaxation la plus complète et donc du coup d'être vraiment dans la pleine conscience de ce qu'on fait. Alors ça peut durer 2 secondes, 10 minutes, etc. Est-ce qu'on peut considérer que quand on est dans un état méditatif, tu dois connaître Mathieu Ricard, un mec scientifique sur lequel quand même on a fait pas mal d'expériences par rapport à la méditation, est-ce qu'on pourrait se dire que peut-être parfois dans un état méditatif on peut se rapprocher de plus en plus de cet état de bonheur? On se rapproche de plus en plus. On cherche à s'en rapprocher, c'est une façon de s'en rapprocher. D'accord. C'est une façon certainement une des plus sûres de s'en rapprocher. Et pourquoi? Parce que c'est une façon de faire taire le mental, tout simplement. C'est une façon d'être dans le présent le plus possible, présent à son corps, c'est la première chose à laquelle on doit être présent à sa respiration, etc. Plus on va être dans le présent, moins on va être dans l'espace-temps. Et moins on va être dans l'espace-temps, moins on va être dans la matière, donc moins on va être dans le refus de notre réalité profonde. Et c'est pas pour ça qu'on l'atteindra totalement. Donc l'exercice idéal, s'il y en a un, ce serait d'être en pleine conscience tout le temps, de tout ce qu'on fait.
tu fais la vaisselle, tu es en pleine conscience, en tout cas en état méditatif de faire la vaisselle. Voilà, la bonne méditation, c'est d'être dans l'action, présent à ce qu'on fait. C'est ça, d'accord. Qui est quand même pas facile. On est quand même dans une société qui est ultra dynamique, qui ne nous pousse pas justement à revenir vers soi, à se poser et à prendre le temps. C'est quand même, c'est limite un exploit maintenant de méditer. Mais méditer. c'est pas la faute à la société si on a des freins, c'est la faute au mental. Parce que nous donnons au mental un pouvoir qu'il pourrait ne pas avoir. En tout cas, on peut toujours faire reculer son pouvoir et laisser la porte ouverte à notre réalité profonde. Tu fais comment pour faire reculer ton mental? Eh bien, je lui pose des questions pour le mettre face à des évidences qu'il ne peut pas refuser et qui vont faire qu'il va se mettre au service du soi, de l'être réel, au lieu de croire qu'il est seul et qu'il est menacé parce qu'il n'a pas conscience de l'existence de cette autre partie de l'être qui, elle, est beaucoup plus en paix. En général, on s'identifie qu'à l'ego et on vit dans le mental. En tout cas, les êtres humains, c'est leur spécialité. Mais si on veut ne pas le faire, eh bien, il faut mettre le mental face à des évidences. Comme tout à l'heure, je t'ai posé la question, est-ce que tu peux avoir conscience de quelque chose qui ne soit pas dans ta conscience? C'est une question qui s'adresse au mental. Et le mental est obligé d'y répondre. Et quand il a répondu, il dit, bah oui, ben évidemment, alors tout est moi. Donc tu es moi. Donc si tu es moi, alors qu'est-ce qu'on fait? Je te prends dans les bras, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ah oui, tu prêches à convaincu. Mais moi, je repense toujours à... C'est un point de vue très personnel. Hein. Je pense qu'il y a peut-être 70%, 80% de la population qui a ne serait-ce qu'accès à ce genre d'informations ou ne serait-ce qui a pris du recul sur leur vie respective pour voir les choses un peu différemment que le conditionnement que la société nous apporte. Quand tu en parles, pour toi, c'est simple parce que tu es dedans et tu es quelqu'un de passionné. Moi, je suis dedans aussi depuis que je suis tout petit, donc je comprends tout ce que tu dis. Mais mets-toi à la place de la dame qui n'a pas conscience de tout ça et qui rentre tous les soirs chez elle après le boulot, pas forcément heureuse parce qu'elle a travaillé dans un travail qui est alimentaire, qui rentre chez elle, elle a des enfants, elle s'en occupe, etc. Comment tu peux demander à une dame comme ça, qui n'a pas conscience de tout ça, de dire voilà, moi mon discours il est comme ça, donc faut que tu médites? On ne lui demande pas. Il y aura toujours un moment dans son évolution où elle ressortira le besoin. D'accord. Donc, qu'elle soit incarnée là, maintenant ou plus tard, c'est ça dont tu parles d'évolution. Il faut que la demande vienne. Tant qu'il n'y a pas la demande, aucune réponse n'a de valeur. D'accord. Donc là, ce que je dis là n'a aucun intérêt pour peut-être 90% des gens, parce qu'ils ne se sont jamais posé la question pour voyer quelque chose à la place de rien. Non, on est bien d'accord. Faut qu'il y ait un déclic. Une fois qu'on se l'est posé, dès qu'il y a une réponse, on saute dessus, évidemment. Mais quelqu'un qui est malheureux de son travail, il y a quand même des tas de questions qu'il doit pouvoir se poser pour arriver à retrouver un peu de paix et remettre un peu d'harmonie dans sa vie. Il y a toujours une possibilité. Ça, c'est l'idéal, mais tu es bien d'accord que tout est fait, tout est orchestré justement pour que la population ne puisse pas prendre le temps de se poser, de réfléchir, de prendre soin de soi. C'est la civilisation du mental. On en est les artisans. D'accord. Nos intérêts personnels, notre goût du confort, de la consommation, etc. C'est facile pour les manipulateurs de jouer là-dessus. On est d'accord. Donc ils jouent là-dessus. Mais nous, on les laisse jouer. Ouais, tu dis d'où, mais on est peut-être, moi je me mets dedans, on peut dire qu'on est peut-être 10% de la population. Bon, c'est des millions et des millions, certes, mais c'est quand même que 10% de la population. Moi, j'ai toujours tendance, à travers mon activité, à me dire, mais voilà, il faudrait trouver une solution pour justement sensibiliser un maximum la population à ce qui pose au moins cette question, tu vois, juste à mettre juste une graine. Parce que pour moi, c'est ça la direction du bonheur. C'est commencer à prendre du recul sur notre société et voir comment elle fonctionne. C'est le premier pas, à mon sens. C'est pour ça que je dis très souvent que répondre à cette question du bonheur, c'est se donner un GPS dans sa vie. C'est voilà, tu as une direction, tu sais qu'il faut aller dans cette direction. Alors, ouais. Encore faut-il accepter l'idée qu'il y a une direction. Et je dirais une chose, en physique quantique, on oppose la résistance et le supraconducteur. Eh bien notre but, ce qui en nous anime, c'est le supraconducteur. Et l'ego, c'est le résistant. Ok, donc ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'il n'y aurait pas un chemin quelque part pour chacun, pour être bien, pour aller justement dans cette direction du bonheur ou... À chaque instant, on a le choix des chemins. On a un libre arbitre total au niveau de notre réaction par rapport à notre création. On se donne un univers, même si on a l'impression que c'est un conditionnement, qu'on l'a subi, que c'est la faute de la société, etc. Il n'empêche qu'on se donne un univers, et avec cet univers, on peut être malheureux. On peut se rendre malheureux tout le temps avec cet univers. La question est arriver à comprendre, non pas à arrêter de se demander pourquoi il y a cet univers, pas se demander pourquoi il y a cet univers, mais croire que cet univers est une réalité qui s'impose à moi,
et comprendre que finalement, cet univers, je le crée et je le recrée à chaque instant parce que je suis habitué, mon ego, à un certain type de relation au monde. Mais que ce type de relation au monde, il est complètement libre. Je peux avoir l'impression que l'univers s'impose à moi, que la matière s'impose à moi, que mon travail s'impose à moi, etc. Il n'empêche que ma réaction par rapport à ces éléments, par rapport aux gens que je rencontre, il est libre. À tout instant, je peux choisir ma façon de réagir. Alors il y en a comme Hitler, ils vont réagir en voulant barricader les gens, les enfermer, les tuer, les empêcher d'être eux-mêmes pour pouvoir défendre une certaine vision du monde. Et puis il y en a d'autres, ils vont se dire, bon bah, chacun a une vision du monde dont j'ai besoin pour être tout, et ce ne sont que des parties de moi-même, donc je vais les encourager à s'épanouir, à se réaliser, à devenir eux-mêmes, etc. Ce sont deux attitudes complètement différentes, mais qu'est-ce qui m'empêche de choisir une, de choisir l'autre? On va toujours rendre service aux gens en leur ouvrant la vision par rapport à un éventail de possibilités auxquelles ils ne croyaient pas. Ça, on peut toujours le faire. Et moi, je le fais aussi souvent que ça peut être pour justement donner des clés et des moyens d'apaiser tout ça et de créer du nouveau et de créer mieux. Et pourquoi pas de changer le monde. Le but, c'est de changer notre monde, c'est-à-dire, en fait, c'est notre relation. Quand on change notre relation au monde, on change le monde. Vouloir changer le monde directement, c'est un peu fou et absurde, mais si on veut changer quelque chose au monde, il faut d'abord s'identifier à la relation. Gandhi le disait très bien, sois le changement que tu veux voir dans le monde. Oui. Déjà, et David Bohm disait, le collaborateur d'Einstein, il disait, la relation est mutuellement constitutive. Ça veut dire que c'est la relation qui engendre les deux pôles de la relation, qui engendre le moi et l'univers. Et ça, c'est génial. Ça, c'est une intuition géniale. C'est exactement ça. Au lieu de m'identifier à l'ego, je m'identifie à la relation. D'accord. Et donc, je me considère à chaque instant comme responsable en totalité de cette relation. Et non pas comme une responsabilité partagée où l'autre aurait une responsabilité et mon ego une autre responsabilité. Pas du tout. Je suis cette relation parce que tout est de mon esprit. Surtout quand on sait que 90% de la relation est non-verbale. Oui, certes. Mais si je considère que la relation, c'est ma nature, alors je me dis, mais est-ce que je peux remettre en cause cette relation ? Et faire qu'il y ait un peu plus d'amour, là où jusqu'à présent, je trouvais qu'il y avait un peu plus de peur. Comment on donne de l'amour ? En comprenant que l'autre est soi. La connaissance est toujours source d'amour, l'amour n'est pas toujours source de connaissance. Et comprendre que quelqu'un est soi, c'est comme ça qu'on commence à l'aimer. Tout est soi, mais je n'ai pas spontanément l'impression que je suis un avec les canards, ou un avec le pain qui est là, ou un avec le policier qui a mis une contredanse sur ma voiture. Je peux me dire, c'est un autre, il est méchant, il s'impose à moi, etc. Mais une fois que j'ai compris qu'il est moi, cette relation va s'apaiser. Non, on parle d'empathie, d'altruisme peut-être. Oui, ça passe par là. Okay. Altruisme, oui, mais c'est une façon de faire. Mais le jnana yoga, c'est du jnana yoga dont on parle en ce moment. C'est ça qu'on fait, c'est-à-dire la compréhension immédiate et instantanée de l'unité entre soi et l'univers. Cela a des conséquences immédiates qui vont bien plus loin que la tolérance ou l'acceptation, etc. C'est l'ouverture à un amour inconditionnel, vraiment. Donc c'est au-delà de l'empathie. Oui. Mais c'est déjà pas mal. C'était déjà énorme. C'est déjà énorme. Ouais. Et donc tu dis que ce serait le Hatha Yoga, c'est ça qui... Jnana Yoga. D'accord. Jnana Yoga qui... Yoga de la connaissance. D'accord. Qui amènerait vers cette direction. Bah, c'est pas qu'il amène, c'est une étape dans l'évolution. Comme les autres yogas, le fait de rendre service, le fait d'adorer une image de Dieu, n'importe quoi, tous ces yogas-là sont naturels et font partie de notre vie. Et tout le monde a une partie de lui qui consiste à aider les autres, une partie qui consiste à être en dévotion par rapport à certaines choses, qui consiste à essayer de se maîtriser au niveau des émotions, ou une partie philosophique qui consiste à de temps en temps à dire, bon, bah, après tout, cette vie, à quoi elle me sert et où est-ce que je vais comme ça ? Et de se poser des questions sur l'univers. Et bien là, on commence à faire du jnana yoga. C'est une façon de parler comme une autre. Ouais. Oui, donc, si je peux me permettre, le premier point, quelque part, qui pourrait mener la civilisation vers le bonheur, ça serait de s'occuper de soi, et uniquement de soi. Et donc de cultiver son bien-être et son propre bonheur pour rayonner à l'image de Gandhi, qui donc incarne le changement. C'est dangereux. Ça peut être très mal interprété.
ça peut amener dans une voie de garage et ça peut même amener à l'opposé du but recherché. Mais tous les outils sont toujours à double tranchant de toute façon. Mais il y a une façon de s'aimer soi-même qui est spirituelle, une façon de s'aimer soi-même qui est purement égotique. On peut faire le plaisir du corps, le plaisir de l'ego, en ne se préoccupant pas du tout, ni de la liberté, ni du bonheur de ce qui nous entoure. Mais c'est pas la façon la plus spirituelle de le faire. Il y a un moment dans notre évolution où ça se passera autrement. Lorsque je m'identifie au soi, je ne peux pas faire autrement que de chercher à faire la félicité de l'ego. Mais Jésus nous disait, aime ton prochain comme soi-même. Ça veut dire en tant que soi-même. Aime ton prochain parce que c'est toi-même. Mais tu ne vas pas aimer toi-même en faisant abstraction des autres et en se disant les autres je m'en fous. On pourrait l'interpréter comme ça. Ah, tu parles de Jésus, c'est-à-dire que tu prêches entre guillemets pour une paroisse ou c'est juste une façon de t'exprimer? Je pourrais te parler de Bouddha, je pourrais te parler d'autre chose. Lui il a dit ça et les autres ont dit autre chose autrement. D'accord. Et dans toutes les traditions, tous les êtres éveillés ont toujours eu des paroles essentielles pour notre évolution. Des sages, quoi. Ah oui. Et toi, tu te considères comme un homme sage? J'espère que je ne me considère pas comme un homme. Ok, c'est intéressant. Mais personne n'est à l'abri de ça. Il est normal de s'identifier à l'ego à un moment ou à un autre. Et le sage, c'est toujours un ego. Le sage, c'est toujours quelque chose qui est en évolution, qui cherche à aller quelque part. Et le passage non plus, aussi, c'est la même chose. Celui qui n'est pas sage est tout aussi indispensable que celui qui est sage. Il ne peut pas y avoir le haut de la pyramide sans le bas de la pyramide. Et chacun s'identifie forcément à quelque chose. Alors, moins je m'identifie à Franck, mieux c'est. Plus je m'identifie à ce qui anime Franck, c'est-à-dire à l'être, à l'être qui nous est commun. C'est-à-dire, plus j'aurai conscience que ce qui en moi pense et aime est le même être qui en toi pense et aime, et que ce ne soit pas deux esprits différents, que nous croyons être des esprits séparés vivant un univers commun, mais qu'en réalité c'est l'inverse. Nous sommes un seul esprit qui vit des univers séparés, qui vit des égos différents. Plus j'aurai cette sensation-là, plus tu pourras dire que je suis sage. C'est toi qui le diras. Je te dirai ça. Merci beaucoup Franck pour cette interview. À bientôt. C'était un plaisir. Au revoir.